Bonjour tout le monde. Alors, quand on parle du néolibéralisme 2.0, c'est disons, les nouvelles tendances dans le néolibéralisme qui reste quand même fidèle à ses principes de base. Mais si on parle du G7, parce que moi je suis ici pour vous parler du G7, ben là, on a quand même une organisation qui date de 1975, donc une organisation assez ancienne qui va se développer en 3 étapes. Première étape, c'est des années un peu triomphantes du néolibéralisme, alors tout va bien pour le G7. À partir des années 2000, ben là, ça commence à être plus difficile parce qu'il y a un mouvement de contestation à travers le monde qui, quand même, va dire au G7 que ce qu'il a fait, c'est pas très efficace, c'est pas très bon pour l'ensemble de la population. On va créer le G20 au lendemain de la crise de 2007-2008. Ce G20, on va lui donner des grosses responsabilités au niveau des questions financières. On va dire c'est l'organisation internationale qui va s'intéresser aux questions financières, qui va les régler. Finalement, on n'a pas réussi à s'entendre au G20 et dernière étape, on revient au G7, on se replie sur soi-même et le G7 va reprendre la place qu'il avait un petit peu laissée derrière lui au G20. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi se mobiliser contre le G7? D'abord, une chose qui est importante, c'est que le gouvernement, notre cher gouvernement canadien, ne voudrait pas qu'on se mobilise pour le G7. Hein? Alors, il va utiliser 2 bons vieux moyens pour ça. Le premier moyen, c'est la carotte, puis le deuxième moyen, c'est le bâton. Hein? Alors, comment va-t-il utiliser la carotte pour dissuader de manifester? Eh bien, c'est que la présidence canadienne va dire qu'au G7, on va discuter de valeurs qui sont assez consensuelles. Qu'est-ce que c'est que le programme de la présidence canadienne? C'est le suivant, c'est promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, l'énergie propre et la croissance économique profitable à tous. S'il y en a qui sont contre ça, peut-être la croissance économique, hein, il y a peut-être des adeptes de décroissance ici, mais disons que le reste, on peut dire que ça va. Alors, si on a un programme aussi intéressant, hein, tout ça discuté par des chefs d'État démocratiquement élus, pourquoi aller manifester contre le G7? Il faut quand même faire confiance en notre gouvernement, en notre cher Justin, qui nous représente si bien. Donc ça, c'est la carotte. Maintenant, le bâton, c'est ce dont Ronald parlait un peu. Ben, une présence policière extrêmement forte. Hein? On a des témoignages de camarades à Québec qui sont un petit peu déconcertés devant ce qui est déjà en action sur le terrain. Il semble-t-il qu'il y aurait déjà des arrestations sur la route entre Québec et la Malbaie. Donc, présence policière, le mur hein, qu'on va établir, climat de peur, intimidation, menace de terrorisme. Hein, on dit qu'il peut y avoir des actions terroristes. Donc, danger réel pour toute personne qui peut avoir l'intention d'aller manifester. On ajoute les radios-poubelles là-dedans hein, pour dire à quel point les manifestants, ben, c'est même eu des déclarations assez dommageables qu'on a entendues. Bref, tout ça pour dire qu'on va créer un climat un petit peu de danger qui va faire que si on va manifester, eh bien, on va peut-être faire ça à nos propres risques. Hier, dans la presse, hein, j'ai même vu une manchette qui disait attention, on disait aux gens de Québec, vérifiez s'ils étaient bien assurés contre le vandalisme. Hein, comme ça va arriver partout dans la ville. Donc, on voit à quel point ce climat-là est un climat important. Mais nous, on sait que malgré ça, eh bien, il est très important de manifester son opposition au G7. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons, hein, mais en tant que coalition, on a décidé de se concentrer sur une seule raison qui ensemble regrouper plusieurs autres finalement. Hein. Alors donc, on va se manifester contre le G7 parce que le problème avec le G7, c'est que depuis sa création, il va créer et il va accentuer les inégalités. Donc, on peut dire que le G7, c'est un facteur d'inégalité. Alors, quand on parle d'inégalité, qu'est-ce qu'il faut entendre par inégalité? Ben, le premier type d'inégalité, c'est inégalité entre les pays. Hein, le G7, c'est un club sélect de pays. Il y en a qui font partie, il y a seulement 7 parties, qui étaient à l'origine, on les appelait les pays les plus industrialisés. Maintenant, évidemment, ce terme-là laisse place à plusieurs discussions. Donc, mais c'est quand même des pays, donc ils vont se réunir et qui ont comme fantasme un petit peu l'attente de gouverner le monde, hein, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont forts, ils se donnent cette espèce de légitimité de prendre des décisions qui vont affecter l'ensemble des nations. En 2009, on a créé un autre groupe
le G20. Hein. Pourquoi on a créé le G20? Parce qu'on trouvait que les problèmes économiques étaient quand même assez importants, mais aussi il y avait de la pression pour dire que ce groupe est légitime. Hein. Ben, on devait peut-être l'enrichir de nouvelles puissances montantes, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, bien sûr. Donc, on va créer ce nouveau groupe. Mais ce nouveau groupe n'a pas réussi à régler le problème de l'illégitimité. Pourquoi? Parce que 20 pays, c'est pas l'ensemble des pays sur la planète. Hein? Et dans le G20, il y a un continent qui est complètement négligé, c'est l'Afrique. Il y a un seul pays d'Afrique qui est membre du G20. C'est un fichu problème hein, quand on connaît les problèmes que sont ceux de l'Afrique. Donc, illégitimité, inégalité entre les pays, ceux qui font partie de ce club, et les gens qui n'en font pas. Ensuite, on parle bien sûr d'inégalité sociale. Hein, le G7, depuis son existence, a toujours appuyé les politiques néolibérales, les principes d'économie néolibérale, et le résultat, c'est une croissance permanente des inégalités. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur cette question-là, on est tous très sensibles à ça, mais peut-être une des statistiques hein, les plus désolantes qu'on a entendues, c'est celle qui a été sortie par Oxfam l'année dernière, qui disait que les 8 individus les plus riches de la planète hein, ont presque autant que les 50% d'individus les plus pauvres sur la planète. Alors là, on est rendu à un niveau d'inégalité sociale qu'on n'a jamais atteint probablement dans l'histoire, et ce sont les différentes politiques défendues par le G7 qui ont mené hein, à ce niveau d'inégalité. On pourrait dire maintenant, le G7, quand même, il pourrait se réunir et, dans la mesure des moyens de ces pays-là, hein, il pourrait avoir certaines actions qui parlent d'inégalité sociale, qui visent à régler les problèmes d'inégalité sociale, qui soient traités dans les sommets. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire, par exemple? C'est toutes les questions de fiscalité. C'est clair qu'il y a tout un travail à faire au niveau de la fiscalité, hein, de manière à ce qu'on puisse arriver à des choses qui sont importantes. Par exemple, nous, à TAC, on est bien sûr très sensible à la question de l'élimination des paradis fiscaux. On parle aussi d'élimination de la concurrence fiscale. Hein, Ronald parlait à quel point Donald Trump a réduit les impôts des entreprises et des individus les plus riches. Ça crée une espèce de pression à la baisse pour que les autres pays baissent aussi l'impôt des entreprises en particulier. On parle aussi de taxes sur les transactions financières, une taxe, une idée qu'on défend depuis longtemps, et une idée dont on parle beaucoup actuellement, c'est la taxation du commerce électronique, hein, tous ces méga entreprises qui peuvent faire du commerce sans payer de taxes, et qui crée bien sûr un effet très dévastateur sur l'économie locale des différents pays. Ben, ça, c'est quelque chose qui pourrait être discuté au G7. Est-ce que ça va être dans le programme? Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'ordre du jour des réunions de ce groupe du G7? Eh bien, on n'a jamais vu ça. Donc, ça montre à quel point le G7 n'a pas du tout l'intention de régler les problèmes les plus graves. Alors, on peut se dire quand même, écoutez, Trudeau a quand même des choses intéressantes à nous poser. Il parle quand même d'égalité des sexes, il parle quand même de féminisation des femmes. Alors, ça pourrait, on pourrait dire, ben, pour ça, peut-être, il faudrait leur donner une chance. Mais le problème, c'est l'historique du G7. Alors, le G7 a toujours cherché à se donner une bonne façade, hein, de faire une belle opération de relations publiques, et peut-être la grande réussite du G7, c'est ça, c'est de faire des belles opérations de relations publiques, mais il n'y a rien derrière. Donc, c'est des champions des belles promesses qui ne sont jamais réalisées. Hein. Alors, ça veut dire que lorsqu'on fait une promesse quelconque, il n'y a pas de plan de réalisation, il n'y a pas d'échéance de réalisation de cette promesse, et il y a encore moins de contraintes hein, qui fait que les pays seraient obligés de régler ce problème-là. Un exemple peut-être qu'on sort très souvent, mais c'est intéressant de le ramener celui-là. Alors, à Gleneagles, en Écosse, en 2005, là, on avait donné un objectif. Hein, on s'était dit, on va offrir 50 milliards de dollars pour l'aide au développement. Et bien ça, on n'en a bien sûr jamais vu la couleur. C'est très facile de lancer un chiffre, mais quand il s'agit de sortir l'argent, eh bien, on se rend compte que c'est assez difficile. Alors donc, le bilan du G7, finalement, c'est un bilan extrêmement négatif, tant au niveau des inégalités, mais j'aurais pu parler d'autre chose.
J'aurais pu parler des paroles en l'air qui sont lancées, on va en parler un peu quand même, la soumission aux intérêts des grandes entreprises, la fixation sur les mêmes choix idéologiques, l'incapacité d'entendre les critiques et d'intégrer les critiques qu'on leur fait. Alors ça aussi, c'est des reproches qu'on peut faire au G7 et c'est finalement des raisons d'aller manifester, de venir avec nous le samedi 9 parce que je pense que c'est des choses qu'il faut dire au public et dire bien sûr à ces gens qui sont supposés nous représenter. Alors la question qu'on peut se poser finalement, c'est que faire avec le G7 Et là, évidemment, les avis sont assez partagés. Nous, à ATTAC, on est pour une élimination. C'est un groupe qui n'est pas légitime, c'est un groupe qui ne sert à rien, c'est un groupe qui n'a pris aucune décision, disons, positive depuis son existence. Alors, le G7 n'existerait pas, qu'on serait finalement, on serait certainement pas plus mal. Donc, l'élimination du G7. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour régler la question des inégalités sociales d'un point de vue international? Eh bien, la question la plus évidente, évidemment, c'est de changer notre système économique, changer comment je pourrais dire, s'attaquer au néolibéralisme, s'attaquer au capitalisme en tant que tel. Tant qu'on ne change pas ceci, eh bien, on ne pourra pas prendre des mesures qui sont vraiment efficaces contre les inégalités sociales. Alors, si on arrive à faire ce changement, bien sûr, radical, qui va se faire d'illusions non plus, ça n'arrivera pas demain, si on arrive à ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire au niveau international pour régler les inégalités? Eh bien, moi, on peut penser à quand même la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant parce que c'est quand même les pays qui se réunissent sous l'égide des Nations Unies pour régler un problème particulier, celui des changements climatiques. Maintenant, Christophe et moi, on était à Paris à la COP21, on se rend compte que tant c'est notre système, justement, avec des lobbyistes qui sont extrêmement puissants, avec des gouvernements qui sont à la solde des grandes entreprises multinationales, on se rend compte qu'il est extrêmement difficile de faire le changement. Mais quand même, cette idée de se réunir, l'ensemble des pays, de parler d'un problème particulier sous l'égide de l'ONU, je pense que c'est un projet intéressant. Et pour la question des inégalités, on pourrait peut-être aussi faire une conférence des Nations Unies sur les inégalités sociales. Peut-être qu'on arrivera à quelque chose d'intéressant si, bien sûr, il y a un changement de société qui va avec un changement des politiques économiques des gouvernements. Donc, tout ça pour dire qu'on n'en est pas rendu là, bien sûr. On a encore des travail énorme à faire avant de changer notre type d'économie, avant de changer cette espèce de vision du monde qui est véhiculée par le G7. Et notre devoir, peut-être immédiat, c'est justement d'aller à Québec le 9 et de dire finalement à ces chefs d'État qui sont là qu'on n'est pas d'accord avec leur politique et qu'on veut aussi des résultats quand même très clairs, pas juste des promesses envoyées en l'air pour se donner une belle image. Alors voilà, c'est Merci.